Bonjour. Entre légalisation et répression de l'usage de drogues, de stupéfiants. Le propos n'est pas de militer pour la répression à outrance ou la légalisation du cannabis, voire de toutes les drogues. Il est de prendre acte de l'échec de toutes les politiques mises en place jusqu'à présent et d'envisager des alternatives sur des bases factuelles comme ce qui a déjà été fait dans d'autres pays ou qui a déjà été envisagé en France. J'évoque parfois cette problématique en marge de formations que je dispense à des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux en établissement psychiatrique. L'approche sanitaire, psychiatrique en particulier, n'est qu'un aspect du problème. Je me souviens pourtant que dans les années 1980, le magazine L'Étudiant avait fait un tableau de la dangerosité des substances psychotropes, qu'elles soient ou non légales. 1 étoile pour le cannabis, qu'on appelait drogue douce, 3 étoiles pour l'alcool et 4 ou 5 pour l'héroïne et la cocaïne. Le cannabis d'aujourd'hui serait moins doux que celui du siècle dernier. Est-ce significatif? Après tout, on peut se saouler à la bière comme au whisky. En France, personne n'est d'accord, pas même les psychiatres. Tout est clivant et prétexte à polémique et affrontement. La question du statut juridique du cannabis, même thérapeutique, ne peut être posée sereinement, comme elle le fut ou l'est dans de nombreux autres pays, notamment en Europe et dans certains États américains, indépendamment de toute opinion politique. Ici, plus on est à droite et plus on est hostile à toute légalisation, et plus on est à gauche, plus on est pour. Essayons de nous écarter de cet enfermement idéologique stupide et improductif. Il y a du pour et du contre à chaque type de solution envisageable. On peut aussi choisir de ne rien faire ou de faire semblant de faire. Nous y reviendrons à la fin de cette vidéo. Un argument souvent entendu par les adeptes de la légalisation est que boire un verre ou fumer un joint, c'est pareil. Sauf qu'on peut boire une bière ou un verre de vin sans être ivre. Évidemment, on ne s'arrête pas forcément à un verre. Et là, la différence avec le cannabis devient surtout juridique, puisque l'un est légal et l'autre non. Elle est aussi culturelle, puisqu'il en va autrement dans d'autres pays, et bien sûr, elle est économique, les producteurs et les distributeurs n'étant pas les mêmes. Donc, oui, l'alcool, ce n'est pas que pour s'enivrer. Mais vous connaissez beaucoup d'adeptes du vin ou du cognac sans alcool? Reconnaissons néanmoins que l'alcool, même s'il a toujours un effet psychotrope, peut être consommé sans qu'on cherche l'ivresse. Les adeptes du tout répressif me font parfois rigoler. Je me souviens d'une émission de télévision où le journaliste animateur préconisait de sanctionner sévèrement les consommateurs tout en disant « Mes amis me le disent, leurs ados fument tous. Voudraient-ils les mettre en prison ?» Puisque la lutte contre le narcotrafic est un échec cuisant, seule la mauvaise foi la plus grotesque permet de le nier, et qu'à part renvoyer de temps en temps quelques brigades de CRS sur les points de deal, sous l'œil des caméras, l'État surendetté ne peut pas faire grand-chose. Dans ce cas, pourquoi ne pas s'en prendre radicalement aux consommateurs? Puisque, comme le disent les pouvoirs publics, pas de consommateurs, pas de dealers, les premiers étant les complices des seconds. Ils seraient même responsables des victimes de fusillades. Mais ailleurs, sans être laxistes ou dogmatiques, certains analystes ont considéré que c'est la prohibition, donc l'État, qui est responsable de ces tragédies, et que la culpabilisation des consommateurs est un écran de fumée pour masquer l'échec des politiques publiques. Si juridiquement, on veut s'en prendre aux consommateurs, on peut peut-être y arriver en généralisant les contrôles salivaires. On pourrait commencer par les conducteurs de véhicules, y compris de vélos et de trottinettes, et peut-être continuer par les piétons, sans discrimination d'âge ou d'appartenance ethno-culturelle. « Hé papy, viens par ici et ouvre la bouche !» Ce ne sont pas que les jeunes qui consomment. Il n'est pas exclu que le député qui vote la loi, le ministre qui la met en œuvre, le policier qui interpelle et le juge qui sanctionne soient tous consommateurs de stupéfiants. Quand vous avez des millions de consommateurs, on peut même se demander si les pouvoirs publics ont la légitimité démocratique pour le leur interdire, et plus encore pour les punir, tant qu'il n'y a pas de danger direct pour autrui, comme sur la route. Mais les Français étant les 2e plus gros consommateurs de tranquillisants et de neuroleptiques d'Europe, que fait-on pour empêcher ces drogués sur ordonnance de prendre leur véhicule? La légitimité des pouvoirs publics découle de leur mission de santé
et de sécurité publique. Mais encore faut-il qu'au bout du parcours législatif, le résultat soit positif. Ce n'est pas le cas. La situation rappelle celle de la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920 et au début des années 1930. Alcool frelaté, Al Capone, tuerie et échec total. Peut-être en sommes-nous là. En 2019, des députés de plusieurs bords, dont le parti présidentiel, avaient déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à une véritable légalisation du cannabis et à la création d'un monopole d'État pour sa production et sa vente, un peu comme la licence 4 pour l'alcool. De toute manière, s'il fallait aller dans cette direction, non pas par idéologie, mais par pragmatisme, l'aboutissement serait effectivement une légalisation totale sous contrôle de l'État et non une dépénalisation qui ravirait peut-être les consommateurs, mais qui n'aurait aucun effet sur le narcotrafic. D'ailleurs, la consommation est dépénalisée de facto. En 2019, la sanction est passée d'1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, une peine évidemment totalement théorique et utopique, à 200 € d'amende pour les rares consommateurs qui se font prendre, verbaliser et qui payent effectivement. Une poignée au regard de la masse des consommateurs. Passer l'amende à 500 €, comme l'a annoncé fièrement le président de la République, n'aura vraisemblablement qu'un impact marginal. La drogue, c'est mauvais et dangereux. Même si le cannabis et le crack, ce n'est pas la même chose, même si l'un ne conduit à l'autre que dans des proportions infimes. Par contre, le fait que les vendeurs de cannabis proposent d'autres substances, en particulier la cocaïne, est aussi une des conséquences perverses de la prohibition. La cocaïne a toujours été considérée comme une drogue dure et très dangereuse, et elle serait aujourd'hui encore plus répandue que le cannabis, en attendant sans doute le boom des drogues de synthèse. Le cannabis est loin d'être anodin, surtout lorsqu'il est consommé massivement ou dès l'adolescence. Un collégien ou un lycéen qui est dans un état second à l'école ne se donne pas tous les atouts pour réussir. Pourtant, des experts de l'OMS, des psychiatres, des dirigeants politiques européens ou américains préconisent de retirer ce marché aux mafias, ce qui nous ramène à la proposition de loi de 2019 qui a bien sûr fini à la corbeille. Les pouvoirs publics ont décidé d'accroître la lutte contre le narcotrafic et contre les consommateurs, du moins de le laisser croire. Chiche donc, laissons-leur cette dernière chance, qui ne sera pas la dernière en réalité. Mais si l'échec s'ajoute à tous les autres, va-t-on encore persister dans l'erreur ? C'est fort possible, et c'est peut-être voulu. Le plus simple, c'est de ne rien changer, de ne pas faire de vagues. C'est de faire semblant de combattre le trafic, car finalement, il assure une relative paix sociale, surtout dans des zones où l'ordre républicain est une chimère. Les dealers font un boulot, ont une fonction sociale, et les consommateurs sont sous tranquillisants, tant dans ces zones sans grand espoir d'émancipation sociale, que dans les autres quartiers qui ne sont pas tous beaux, où l'alcool coule à flot, en plus de la consommation d'anxiolytiques, les Français étant un des peuples les plus pessimistes du monde. Il est vrai que si on légalisait les drogues, licence 4 pour le cannabis, dispensaire médical pour les autres, que deviendraient les gros trafiquants et les petits dealers ? Ils dealeraient des armes, voleraient, braqueraient, tueraient ? Ils se consomment tant de drogues licites, comme l'alcool, le tabac, les médicaments. Et il existe tant de comportements addictifs, les écrans, les réseaux sociaux, la télévision, qu'il conviendrait d'écarter toute approche dogmatique ou fondée sur des considérations corporatistes. Si une méthode échoue, il faut en tester d'autres, en essayant d'anticiper leurs effets à la lumière de ce qui s'est fait ailleurs. Si on envisage la légalisation, quelles substances seraient concernées ? Quel en serait l'impact sanitaire, sécuritaire, social et même budgétaire ? Car si 90% du prix de la vente allait dans les caisses de l'État plutôt que dans les poches des narcotrafiquants, l'État ne serait-il pas gagnant ? Et l'État, c'est nous, paraît-il. Mais comme dit, les effets négatifs peuvent aussi s'avérer plus grands, plus graves, plus déstabilisants que les avantages, quand bien même l'impact serait modeste sur le nombre des consommateurs. Puissent les politiques y songer sereinement, en mettant toutes les hypothèses sur la table, sans préjugés, sans dogmatisme, sans clientélisme, sans lâcheté. C'est sans doute beaucoup trop leur demander. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vous ai parlé
d'un problème de société, de loi future ou d'une possible évolution du droit qui, en principe, devrait s'imposer parce que la loi actuelle a échoué dans sa mission. Vos avis sont les bienvenus, car nous sommes tous, enfin nous devrions tous être, force de proposition dans le débat politique. À vos commentaires donc. Merci de votre écoute et à bientôt sur cette chaîne Questions de droit.